Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, nous sommes mardi, toujours très content de vous accueillir dans la maison des Vraies Voix avec Philippe David jusqu'à 19h. Ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui. Vous avez l'air en forme. Je ne vois rien dans mes lunettes, c'est normal ou pas? Ah bah écoutez, il y a quelqu'un qui a dû voir. manger des frites sur mes lunettes. Ouais, il y a peut-être une main ou quelqu'un a mangé des frites avec mes lunettes. Je sais pas, ce qui est tout à fait possible. C'est marrant parce que vous dites manger, il y a Philippe David à côté de vous. D'un seul coup, on se tourne vers l'accusé potentiel. Je sais pas pourquoi. C'est une sorte de procès d'intention. On n'a pas le choix. Dès magret qu'il y a de canard, une main dans le pot de confiture, c'est forcément Philippe David évident. qui est avec nous. C'est évident. Magret de canard, je vous vois bien avec votre magret, vos sangliers là. Voilà. À midi. Mes trois poulards de mon C'est un peu Obélix. chevreuil. C'est Obélix en fait. Ouais, enfin moins gros, mais en tout cas la gourmandise d'Obélix, ça c'est sûr. En tout cas, je ne sais pas si nous avons la potion magique, mais elle fonctionne parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous vrai. écouter et à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Et nous n'en sommes pas peu fiers. Absolument, et nous allons bientôt passer la barre des 800 000 personnes c'est sur notre La chaîne YouTube. Et ça, je peux vous assurer qu'on en est super chaîne, hein. extrêmement fiers. Super c'est chaîne, vrai. la nôtre. Elle est impressionnante et elle a énormément grossi en quelques années. Voilà. C'est ça, et c'est donc, ça. Comme Philippe David, elle a énormément grossi en quelques années. Oh la C'est-à-dire qu'il y a vache. 800 000 personnes qui peuvent manger sur Philippe David. Permettez-moi de vous faire un rappel, la Saint-Philippe c'est demain, Ah c'est oui. pas aujourd'hui. Mais ça se fête la veille. Dites-moi, mais j'ai l'impression que vous avez un petit duvet, vous vous êtes pas tendu suffisamment cette semaine. Je ne me suis pas tendu aujourd'hui, vous inspectez... Non, c'est pas ça, c'est que je vois dans le reflet vos cheveux blancs. C'est très léger beaux. quand même. Hein, Non, mais c'est des beaux Françoise, cheveux blancs. je nierais avoir eu cette conversation avec vous. Allez, au sommaire de cette émission, faut-il une nouvelle loi anti-casseurs? C'est l'heure des comptes, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés dans les mobilisations du 1er mai hier. En réaction, Gérald Darmanin appelle à cette loi anti-casseurs. Selon lui, il faut des sanctions pénales plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et surtout parce que les mesures actuelles, moins d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, ne semblent pas être suffisantes. Le syndicat Alliance Police Nationale est du même avis. Pour eux, une nouvelle loi anti-casseurs s'impose. Leur porte-parole Rudy Menas sera avec nous ce soir pour en parler. Alors est-ce que pour vous, il faut une loi anti-casseurs dure comme la loi de 1970, qu'on appelait je crois la loi Marcellin, ou est-ce qu'il faut rester dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire la loi de 2019, dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et oui, concernant cette loi anti-casseurs, est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour l'instant, vous dites non à 62%. Et à 18h30, le coup de projecteur des Vraies Voix, Jean-Luc Mélenchon est-il sorti de l'arc républicain? Et en marge de la manifestation du 1er mai, Jean-Luc Mélenchon a tenu un discours appelant à mettre à bas la mauvaise République. La majorité présidentielle a immédiatement réagi, Philippe. Oui, Jean-Luc Mélenchon excite tout le monde et appelle quasiment à la sédition pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais le gouvernement semble découvrir le programme de Jean-Luc Mélenchon qui veut la 6ème République depuis belle lurette. Alors est-ce que pour vous, Mélenchon est sorti de l'arc républicain? Est-ce qu'il est séditieux? Ou est-ce que pour vous, on a le droit d'être contre la 5ème République? Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone. Et je le répète, le 0826 300 300. Vous avez pas peur là? Et Parce que concernant... moi je suis une séditieuse qui veut sortir de la 5ème République. Vous avez pas peur? Tu es donc en J'espère dehors que de vous l'arc flippez. républicain. Ah, je suis en dehors de l'arc républicain, c'est horrible. Les amis, Fait pas influencer. Jean-Luc Si, je rigole, Mélenchon j'étais tout ça tout est-il sorti de l'arc républicain? C'est notre question du jour. Pour l'instant, vous dites oui à seulement 51%. On a envie de vous entendre. Allez, c'est un les score Vraies très Voix modéré pour Sud Radio. jusqu'à 19h. Pour l'instant, d'ailleurs, Sud le Radio. RN et le Front républicain, les filles sont déjà en dehors de l'arc républicain. Bien sûr, Et mais bonjour. bien sûr. On a entendu parler d'Elisabeth Borne. hein. Bonjour Philippe Bilger, Pardon, comment ça va? Je voyais Françoise et Ah non, je immédiatement rigole. elle donne envie de Mais contredire. elle est là. Vous avez raison, vous avez. Mais je vais vous plier. de toute C'est façon. l'intérêt de cette émission. bien Et sûr. c'est l'intérêt de cette émission, c'est le débat. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Debois, vous l'avez entendu. Je constate Bonjour Françoise. que Bonjour Françoise. Bonjour les amours que Ah, j'aime c'est ça. toujours. Je constate que LFI est sorti de l'arc républicain pendant 4 ans, quasiment 5 ans, sauf le soir de la présidentielle au premier tour où elle est complètement dans l'arc républicain pour voter pour Macron. Non mais c'est dingue. Attention, Écoutez, si vous ne c'est taisez pas, grotesque. vous êtes au bout de mon arc avec une flèche. Ah, j'ai Faites peur. Faites attention, elle a le couteau entre les dents. Ah, non, non, Tom non. Conan est avec nous, essayiste Bonsoir. et auteur Bonsoir, de Tom. Pollution chez Albin Michel. Ça va Tom? Ça va très bien. Moi, je me sens dans l'arc, C'est bien. parfaitement dedans. Bienvenue
dans l'arc. Et Mélenchon également y est, je pense. Ben ouais, On y est c'est tous ça. finalement. La Écoutez, plupart y sont. C'est ça. Coalisez-vous. Ah, voilà. Non, mais c'est-à-dire que. Un sacré homme. Non, mais il est dans l'arc. Le progrès. Oh, j'adore. On peut faire un nouveau jeu. T'es dans l'arc ou t'es Ouais, c'est ça. Alors, en tout cas, c'est la question C'est que pas nous allons mal. poser au 0826 300 300 avec Johan qui nous appelle du Lot et Garonne à Durance. Bonsoir Johan. Bonsoir. Comment ça va, Bonsoir à tout le monde. Et oui, ma foi impeccable. C'est avec un joli soleil, c'est magnifique. très agréable. Alors, vous parlez de nous quand vous dites soleil, trop sympa. Merci beaucoup. Alors, t'es Évidemment. dans l'arc ou t'es Ouais, pas dans j'allais l'arc le dire. Ouais. Il est dans l'arc-en-ciel là-bas. Bon, ça va là. Johan, vous faites quoi dans la vie? Alors, moi, je suis conseiller en formation. Ah, Très très bien. bien. Simplement, voilà. Donc, voilà, j'opère sur le Grand Sud-Ouest. Ah oui. Vous êtes chirurgien ou pas bien compris ce que vous disiez. C'est ça, Si vous formez les gens à bien penser, vous pouvez faire des cours particuliers à Françoise de Gois. Ouais, c'est ça. Désespéré. Est-ce que vous pouvez retendre mon arc, s'il vous plaît? J'ai rien à apprendre à Françoise, il n'y a pas de problème, c'est une experte. Alors, Vous n'aimez pas sa défense. ce soir, super. ça vanne sévère. Ouais. Je vous en prie, Johan. Il n'y a pas à vous accrocher aux Viens branches. retendre mon y a pas arc, de problème, mon hein. petit doudou. Et il est que 17h09, les gars. Hein. Ouais, et j'aimerais bien en placer une d'ailleurs. Johan, vous restez avec nous parce que vous êtes notre vraie voix auditeur et vous allez pouvoir jouer contre l'une de nos vraies voix dans notre Kikadi Show, le quiz de l'actu dans quelques instants. En attendant, c'est un anniversaire d'une personne qui peut peut-être C'est pas une faire un consensus entre tous. Écoutez. Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. C'est Édouard Balladur qui fête aujourd'hui ses 94 ans. Est-ce que tu crois vraiment que Balladur va faire consensus? Non, mais toi, t'es. Je n'ai fait qu'utiliser le subjonctif qui pourrait. Oui, tu l'enlèves tout de suite, comme si Édouard Balladur pouvait faire le consensus autour de cette table. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, bien sûr, voilà. moi aussi, je l'aime beaucoup. Donc, je Depuis vous qu'il s'est rappelle- retiré de la politique. Donc, Tom, bien sûr, va Ah ouais, contre. Moi, je suis ni pour ni contre. J'ai pas assez d'éléments quand même. Enfin, je connais les grandes lignes de sa carrière. J'ai toujours adoré, moi, ouais. Balladur. Vous vous souvenez, quand il voulait faire peuple, à un moment donné, quand Chirac s'envole, il monte sur les tables avec des brochettes et tout. Ça a été loupé. C'est la Si, seule fois où il l'a fait. Mais après, je me souviens quand même d'un petit documentaire où on le voit changer de chemise et de veste avec des conseillers à lui. Là, ça m'a rendu un peu sympathique. Ouais. Il En tout avait cas, de magnifiques chaussettes. Ouais, c'est je vous possible, rappelle que je Fatal. vous demande de vous arrêter quand même. C'est sa déclaration en tant que Premier ministre pour annoncer le résultat du premier tour des élections présidentielles. C'était en 1995. Vous Dont il était le grand favori et dont il n'a pas passé le premier tour. voulez que je vous dise un truc? Oui. Je vous demande de vous arrêter. Est-ce que vous pouvez enlever ce que vous avez parce que vous avez un petit truc là, vraiment blanc? Oui, non, mais pas je ce que sais. c'est. Non, mais mais qu'est-ce je qui se sais. passe? Je des sais frites. pas, je sais pas. Il y a de Je la sais pas. maillot. J'ai des trucs sur mes lunettes. Ah, mais c'est vous, vous avez pas reconnu. Maintenant que j'ai enlevé mes lunettes. Allez, tout de On a suite. pris un coup de vieux. Hein. Faut que je mette des filtres sur vous. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre ceux qui ne s'indignent pas des violences causées aux forces de l'ordre. J'ai l'impression, depuis le début de l'émission, que si on parle d'Emmanuel Macron, je serais très largement en minorité, compte tenu de l'ambiance générale et de notre invité tout à l'heure. Et de Tom et de François On est à face fond, à nous, moi. on rigole maintenant. Vous savez, il y a Et plus qu'il y a alors, tout ça, il faut rire. Réellement, Il en là, reste plus que ça, en effet, je me permets de requérir contre ceux qui ne s'indignent pas des violences causées aux forces de l'ordre, et j'y vois en général trois raisons. D'abord, on dit que ça a toujours existé. Et je ne vise pas seulement François. Il y a beaucoup de gens Non, mais moi, qui je le m'indigne. disent. Je ne me sens pas concerné par ton Non, truc. mais bien sûr, je moi, comprends. J'aime pas On les laisse blagues. finir, on laisse finir. Le deuxième élément, c'est que en réalité, on considère qu'il est impossible d'avoir des manifestations où il n'y a pas de violence contre les fonctionnaires de police. Et le dernier élément qui me paraît le plus important, c'est que les gens qui sont animés,
la plupart du temps très clairement par une hostilité à l'égard de la police, confondent l'usage de la force légitime par celle-ci et les violences commises contre elle. Et donc, c'est en ce sens-là que j'en ai assez, et encore la manifestation du 1er mai a démontré à quel point cette argumentation n'était pas absurde, j'en ai assez de ceux qui, d'une certaine manière, valident les violences causées à l'égard des forces de l'ordre. C'est vraiment pernicieux, mais ça c'est votre manière toujours très élégante d'être pernicieux et totalement tordu, de dire que parce qu'on validerait. Alors moi, je fais partie des gens qui détestent les black blocs. Je le redis, je me suis trouvé confronté aux black. Non, mais ça, hier c'est les black blocs et vous le savez très bien. On va pas. Je sais bien qu'après votre raisonnement, ça va être l'ultra gauche et Mélenchon et la gauche. C'est clair. Mélenchon a facilité. Mélenchon, bien sûr, il inspire, il facilite. Évidemment, vous savez qu'il a cassé le vase de Soissons, il a refusé de le recoller. Et ça a été un problème. Non, mais François. Non, laisse-moi finir. Parce que en effet, petit 1, moi je pense d'abord, je regarde les tweets de Corbière, Bompard, tout le monde a condamné vraiment l'action des Black Blocs, c'est indigne. Tous les 1er mai, c'est toujours la même chanson. Par ailleurs, je crois pas qu'il puisse y avoir de manifestations sans violence. Moi, je crois qu'il peut y en avoir. Il y a eu 10 ou 12 manifestations avant ce 1er mai, sauf une, qui se sont très très bien déroulées. Je suis toujours très étonné qu'on annonce 2000 Black Blocs, qu'on mette des drones, et que toujours les 1er mai, et c'était valable aussi sous François Hollande, on n'arrive pas, sous François Hollande c'était encore mieux, ils se sont changés carrément dans toutes les caméras télé, et on ne les a pas arrêtés. Donc, par ailleurs, les violences policières, c'est insupportable de taper sur un policier, c'est insupportable de taper sur des manifestants à terre. Je pense à Rémi Buzine, par exemple, le journaliste qui se fait tabasser, qui prend des grenades de désencerclement, il est à terre. Regardez cette vidéo. Vous êtes un avocat général, vous êtes un représentant de la justice. Je mettrais plus de nuances quand même dans cette charge et ce soutien totalement aveugle, en oubliant qu'il y a des manifestants qui n'ont absolument rien demandé, qui se retrouvent avec un œil en moins. Ça a été le cas pendant les Gilets jaunes et ça recommence maintenant. Je suis désolé. Moi, ce que je veux dire, moi, évidemment, on condamne les violences de part et d'autre. La plupart, j'ai regardé sur Twitter d'ailleurs. Même Mélenchon, il a tweeté récemment en disant justement qu'il y avait une absurdité dans la violence générale de ce qui s'est passé au 1er mai. Donc en réalité, ça montre bien qu'il dénonce les violences de part et d'autre, c'est-à-dire les violences qui comprends pas là. Tu regardes sur Twitter, Mélenchon a tweeté, je peux reprendre le tweet exact, il condamne l'absurde violence générale qui a eu lieu pendant les manifestations du 1er mai. Et c'est quasiment toujours un peu la ligne qu'il a. Même si je vois ce que tu veux dire, tu voudrais qu'il insiste davantage, mais ça après tout c'est son choix d'insister sur d'autres points. Moi ce que je pense en tout cas, sans être un soutien de Mélenchon particulièrement, ni un opposant non plus, c'est qu'en réalité on ne veut pas effectivement cacher, je comprends assez bien tout le mouvement qui existe quand même depuis plusieurs mois, ça t'a pas échappé, au sujet de la réforme des retraites et au sujet de la politique de Macron de manière plus générale. Et donc évidemment, si on ne fait que relever les violences qui sont évidemment condamnables à l'encontre des policiers, etc., on occulte tout un mouvement qui est légitime et qui est fort, qui est puissant, et que d'ailleurs même Darmanin l'a dit, il a expliqué que parmi les policiers, il l'a reconnu, il y avait plein de personnes qui étaient même posées à la réforme des retraites. Donc c'est te dire quand même encore une fois la force qui existe derrière tout ça. Donc de la même manière que dans un livre d'histoire on peut pas dire regardez en 1789 écoutez, si moi j'ai très bien compris, qu'est-ce qui s'est passé focalisé sur les violences, il y a eu 5000 Black Blocs sur l'ensemble de la France. Ça. Bien sûr. Mais là on parle de ça. Non mais bien sûr, j'entends bien, mais historiquement, qu'est-ce qui se passe à plusieurs moments de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe pendant la Commune? Qu'est-ce qui se passe pendant la Révolution 1789, si tu veux? Il y a des violences, bien sûr, il y a des violences de part et d'autre. La violence est parfois matée. La question n'est pas uniquement de s'apesantir sur ces violences. Il y a ensuite une justice qui doit évidemment faire jouer son rôle, bien entendu, pour condamner les violences de part et d'autre. C'est inévitable, c'est indispensable. Mais ensuite derrière, il faut quand même se poser la question. Sinon, quand on ouvre un livre d'histoire, on se dit la Commune de Paris, il y a de la violence. Et Boulanger a raison de réprimer dans le sang. La phrase les violences de part et d'autre, c'est scandaleux. Je dis pas que toutes les actions des forces de l'ordre sont des violences qui sont illégitimes. Je dis pas du tout ça, mais je dis qu'il y a des violences policières, bien entendu, et il y en a eu encore.
Il y a un cure là il y a eu un récemment. truc inquiétant hier, par contre, j'ai noté. Il y a eu très court, il y a eu un truc inquiétant, et là, moi, ça m'inquiète par rapport à la police républicaine. Les Black Blocs sur le boulevard de Voltaire ont commencé à tout vandaliser, tout casser, comme des saletés de décérébrés qu'ils sont. Et vous aviez des gens, c'est pas des révolutionnaires, hein, boulevard Voltaire qui habitent, des gens aux fenêtres qui applaudissaient les Black Blocs et beaucoup de gens, c'est pas une personne, et qui huaient les forces de l'ordre. Il y a un vrai malaise. Ma chère Françoise, vous savez d'où ça vient ? Mais non, ce genre de réaction populaire. Mais vous n'en savez rien du tout. Mais vous n'en savez rien du tout. Mais ça vient tout à fait d'une forme de complaisance de la part des certaines élites. Ça devait être à l'égard de passer le temps. On va en parler. On va en parler. Merci en tout cas. Pose-toi les bonnes questions. Allez, l'attitude du gouvernement. Françoise, on va en parler dans quelques instants. Vous bougez pas, vous restez avec nous. On va revenir justement sur ce que réclame Gérald Darmanin sur le fait le constat. Et il demande une nouvelle loi anti-casseurs. On en parle dans quelques instants. A tout de suite, c'est les vraies voix, ça démarre bien. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, ce sont les vraies voix jusqu'à 19h avec nous pour commenter l'actualité. Philippe Bilger, Françoise Degois, Tom Conan et vous au 0826 300 300. On a notre Johan qui nous vient du Lot-et-Garonne. J'allais dire le Lot-et-Garonne, façon du Schnorr, mais je sais pas pourquoi. Parce que j'ai envie. Voilà, j'embrasse tous nos amis du Nord et du Schnorr exactement. Et tout de suite Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots sont revoyure, drapeau et usurpation. Revoyure dans 5 semaines. L'intersyndicale donne rendez-vous le 6 juin, soit à l'avant-veille de l'examen d'une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Le drapeau européen obligatoire devant les mairies aux côtés du drapeau tricolore de la France, c'est la proposition de loi initiée par des députés macronistes. Elle sera examinée demain en commission. Et puis comment rouler plein pot sans se faire embêter par la police? De livreurs toulousains ont cru trouver la bonne idée, coller un logo d'SOS Médecins sur leur voiture. Et ça n'a pas fonctionné. Les vraies voix Sud Radio. Elle s'affiche toujours unie contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a accouché tout à l'heure d'une nouvelle date, le mardi 6 juin, 14e journée d'action contre la réforme des retraites. Objectif, se faire entendre le 6 juin des députés qui vont examiner 2 jours plus tard une proposition de loi pour abroger cette réforme des retraites. Proposition de loi déposée par le groupe centriste Lyotte. Le président de ce groupe, Bertrand Pancher, veut croire aux chances de ce texte d'abrogation. Il y a pour le moment 25 à 26 députés républicains qui sont opposés aux mesures d'âge, c'est-à-dire à l'allongement des durées de départ à la retraite. Très vraisemblablement, ces élus vont venir voter. Il y a des abstentionnistes, peut-être même dans la majorité relative. Donc tout ça, c'est vraiment possible. On pense qu'on est en capacité de l'emporter le 8 juin prochain. L'essentiel, c'est que le Parlement maintenant se prononce. Je peux vous garantir que si c'est le cas, ça va être un message très très fort qui va être donné. Bertrand Pancher, député de la Meuse et président du groupe Lyotte, au micro de nos confrères de la chaîne parlementaire. Et puis autre échéance, dès demain, le Conseil constitutionnel va rendre sa décision sur la procédure de référendum enclenchée par les oppositions. Une petite... C'est intéressant, Lyotte, parce que d'abord, ce serait une victoire politique, même si après ça repasse par le Sénat, et on sait très bien que ça n'a aucune chance d'être adopté. Mais ce serait extrêmement puissant, parce que je le redis, je pense vraiment que le contexte a fait que dans cette affaire, le 49.3, c'est vraiment ça la rupture d'opinion. S'il pouvait y avoir un vote évidemment qui soit favorable à ce projet de loi, même si à cette PP, cette proposition parlementaire, même si évidemment c'est retoqué au Sénat, ce serait très puissant sur le plan politique. Il faut quelque chose pour apaiser ce qui continue à bouillir. Voilà. Ouais. Philippe Bilger. Surtout, ça démontrerait que le 49.3 était totalement injustifiable, puisqu'on aurait pu avoir un vote, mais il aurait été négatif. Mais quoi qu'il en soit, au-delà du formalisme juridique, je pense que les gens s'en foutent maintenant. Il faut une relégitimation, entre guillemets, du président et du gouvernement, en tout cas à minima du gouvernement, ça va pas être simple. Et pour pouvoir continuer à faire avancer des réformes. Parce que quelles que soient les idées de chacun, le but d'un gouvernement, c'est quand même de gouverner. Donc s'il ne peut pas faire son travail, ça va être très problématique pour les 4 années à suivre. 4 ans, c'est long. Oui. Autre sujet, les députés macronistes veulent rendre le drapeau européen obligatoire dans les mairies.
oui, je vous sens vibrer. Proposition de loi initiée par deux députés. On est à fond. Mais alors Deux députés Renaissance, dont la chef du groupe Aurore Berger. Le texte devrait être examiné demain par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors eux prétendent combler un vide juridique. Le code de l'éducation prévoit des drapeaux français et européens devant les écoles, mais rien n'est écrit nulle part sur les hôtels de ville. Certaines mairies préfèrent mettre un drapeau régional plutôt que celui de l'Europe, déplore le groupe Renaissance pour justifier cette initiative. Une façon aussi, sans doute, évidemment, d'agacer les oppositions et pas seulement le RN, puisque en 2017, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon avait pesté en apercevant le drapeau bleu étoilé dans l'hémicycle de l'Assemblée. Et ça vous inspire quoi? Est-ce qu'on a le son de Jean-Luc Mélenchon? Non, on n'a pas le son de Jean-Luc Mélenchon. On supporter ça. Attends, c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie là. Je comprends pas. Ce truc est pas constitutionnel. Voilà, ce truc n'est pas constitutionnel. Les origines mariales, puisque le dessinateur de ce drapeau européen avait reconnu s'être inspiré de cette auréole d'étoiles sur fond bleu qui a inspiré le drapeau européen et qui sert dans l'iconographie chrétienne à symboliser la Vierge Marie. D'abord, il est beau, ce drapeau européen. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Je pense en plus que devant les mairies, on peut mettre un drapeau européen, le drapeau régional, la croix, par exemple, la croix catalane à Toulouse, c'est très beau. Et la croix d'Occitanie. La d'Occitanie, pardon, c'est très beau. Oui, pardon, catalane, je vais me faire tuer. Oui. Excusez-moi. Et voilà, moi ça me gêne pas. Je pense que c'est le timing qui est débile. C'est-à-dire que c'est encore fait pour consolider la petite majorité, les 25% qui votent pour vous. Encore un petit problème de calendrier, quoi. Mais c'est fait exprès. C'est ça la perversion du truc. C'est que c'est fait exprès. C'est fait pour haïsquer encore plus. C'est fait, comme on dit chez nous dans le Sud-Ouest, c'est fait pour emmerder encore plus. C'est fait pour ça. C'est pas de la bonne politique. Vraiment, ces gens-là sont en dessous de tout. Moi, je le redis tous les jours, jour après jour. En tout cas, je pense qu'à une heure où il y a 90% des lois votées qui sont d'initiative européenne, c'est pas absurde de rappeler qu'on appartient à l'espace européen. Je veux dire, à mon nez, quelle que soit l'opinion qu'on a. Moi, ce qui me fait peur, parce que c'est que ça aggrave le populisme anti-européen. Oui, et puis c'est pas le moment, on est d'accord. On s'en fiche. Moi, j'aime ce drapeau européen, mais est-ce que c'est le moment de le faire? Tout le monde parle de souveraineté et bam. Oui, mais la vérité, c'est que c'est fait pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une façon de faire de la politique. De refracturer en 2005. De recasser, on recasse, on refracture, on se repositionne, on s'en fout. Faites de la politique, vraiment, occupez-vous des gens. Voilà. Et on termine avec une astuce qui n'a pas fonctionné, Félix. Ne faites pas ça, c'est fait par des professionnels. Ne faites surtout pas ça. Deux livreurs de repas à domicile toulousains croyaient sans doute qu'en floquant leur voiture avec le logo de l'association SOS Médecins, la police serait plus indulgente en les voyant débouler à vive allure. Eh bien, sauf que non. Non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est ce que nous rapporte la Dépêche du Midi le week-end dernier. Les policiers les ont interceptés pour se rendre compte qu'aucun de ces deux n'était soignant. Ils se sont bien fait griller. L'habit ne fait pas le moine et donc le logo ne fait pas le médecin. C'est lamentable. Excusez-moi, vous prenez ça à la rigolade. Absolument. Moi, je trouve ça absolument lamentable. Ah oui, mais je suis d'accord. Vraiment, c'est indigne. Ça veut dire qu'ils s'assoient ils se garent sur des places, ils se garent n'importe où. Non, mais c'est extrêmement bête. C'est bête et ça me fait pas marrer. Ça me fait pas marrer du tout, moi, vraiment. Mais les gens qui prennent une carte handicapée pour et ceux qui se déguisent en policiers pour piller des pour braquer la bijouterie bulgare. Même chose. C'est-à-dire tout le monde prend le costume de tout le monde. Et on dira que la Bravem ne sert à rien, franchement. Non, c'est vrai, elle sert à rien, à pas grand-chose. sur les gens. En l'occurrence, elle sert à cambrioler, à faire un braquage. Oui. Enfin, on va pas partir sur la Bravem parce qu'on va pas finir les. Non, mais justement, c'est le prochain débat en plus. Et c'était bien glissé par Philippe comme ça, gratuitement. J'aime beaucoup l'amitié discordante avec vous. Ce que j'aime, c'est votre côté Aurore Berger, foutre la merde comme ça en une phrase. Vous voulez dire créer les problèmes. Oui, j'ai très mal parlé, pardonnez-moi, mais vous avez un petit côté Aurore Berger comme ça. Oui, mais remarquez, je me cache pas. Non mais je vous aime parce que vous assumez tout ce que vous êtes, un réel conservateur. Jamais de déni avec Philippe Bilger. Non, il assume. Je dis la vérité à mon un réel conservateur qui a quelques passions et quelques fulgurances
de temps en temps pour la gauche et pour Macron. Mais vous êtes un vrai réa conservateur. On sent comme est-ce que c'est une déclaration d'amour? Non, je l'aime. Nous, on pourrait parler de littérature. Oui, mais bien sûr. Nous parlons de littérature. Oui, nous savons lire. Mais parfois, on met ça en parenthèse. Allez, les blagues de CM2, on arrête. Dans un instant, le grand débat du jour, faut-il une nouvelle loi anti-casseurs? Ne répondez pas, Françoise, j'ai la réponse. 0826 300 300 pour l'instant, vous dites non à 62%. Restez avec nous, on en parle dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les affaires reprennent avec nos amis Vraie Voix. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous, Tom Conan est avec nous. Mais comment vous y allez, vos amis? Non, vous n'êtes pas mon ami. Déclaration de vous avez de la chance, Cécile. Moi, en totale sincérité, je dis que Cécile est mon amie pour le Kikadi. Ça s'appelle de la corruption active. Je blague, bien sûr, je vous aime. J'aimerais tellement que vous ayez votre crâne mieux rasé. Il y a un côté négligé, chemise noire ce soir. Non, c'est pas ça, vous êtes en chemise noire, vous aussi. Vous êtes pas un peu black bloc sur les ballons? Qu'est-ce que vous avez fait hier? Vous étiez où entre 14h et 16h? Lui, il est blague bloc, c'est pas pareil. C'est pas du tout le même. Et je peux dire qu'elles sont pas top. Allez, bienvenue les amis, tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Cet impressionnant incendie sur la place de la Nation, un restaurant avec les étages du dessus qui sont impactés, et ça nécessite au moins l'intervention d'au moins 3-4 camions de pompiers qui sont en train d'affluer là vers la place de la Nation. Donc beaucoup de dégradation, une ambiance très révoltée quand même au cœur de la place. Derrière, il y a des victimes, toujours. Il y a les commerçants, il y a les habitants là quand ça brûle. Quand je vois les poubelles brûlées, on me dit c'est insignifiant, mais pas du tout. Au moment où je parle, il y a eu 291 interpellations, dont 90 à Paris. C'est beaucoup de black blocs allemands et italiens. Et nous, on connaît leur réputation d'extrême violence et il était très très présent hier. Avec tous les pays européens sans doute, mais aussi à l'Assemblée nationale, travaillons à ce que cette loi anti-casseurs soit au rendez-vous pour qu'il y ait des manifestations qui ne soient pas gangrénées par la violence. 540 personnes interpellées en France hier, 406 policiers et gendarmes blessés sur le terrain national. Hier, le niveau de violence dans les cortèges a largement dépassé celui des 12 dernières manifestations. Selon le préfet de police de Paris, de quoi faire réagir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui réclame plus de dureté législative vis-à-vis des casseurs. Écoutez ce qu'il a dit. Il y avait une loi anti-casseurs, elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut que nous reprenions une loi anti-casseurs. Il faut prendre des dispositions pour les empêcher de venir dans des manifestations. On interdit à des hooligans de venir dans des stades. On doit interdire à des casseurs de venir dans des manifestations. Après sa censure par le Conseil constitutionnel, l'article phare de la loi anti-casseurs de 2019 revient sur le devant de la scène. Cet article, justement, prévoyait que toute personne présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public n'avait pas le droit de manifester, comme font les personnes fichées hooligans qui doivent aller signer au commissariat de police à l'heure des matchs. Alors, est-ce que pour vous, il faut une nouvelle loi anti-casseurs, comme le demande Gérald Darmanin et comme le demande le syndicat Alliance Police Nationale? Vous n'en voulez pas un seul numéro, le 0826 300 300. Et il y a Liam B qui nous dit ça ne sert à rien de faire 50 000 lois, il suffit déjà de les appliquer. Et pour l'instant, vous dites non à 62%, pas de loi anti-casseurs. Et on va faire d'abord un tour de table et on reviendra avec nos invités dans quelques instants. Mathilde Julien, qui est journaliste Sud Radio, qui était hier en direct de la manifestation. Et Rudy Mana, bonsoir, merci d'être avec nous tous les deux. Porte-parole d'Alliance Police Nationale. Philippe Bilger, sur cette loi anti-casseurs. De nouveau serpent de mer, ça revient. Alors, je vais dire très modestement, mais évidemment, ça fait des années que, à ce niveau, en tant qu'ancien magistrat ou magistrat en exercice, j'ai toujours pensé que pour ces manifestations et ces violences collectives, notre système de preuve était aberrant. On ne peut absolument pas démontrer la culpabilité d'une personne au sein d'un groupe dans ce type de violence collective. Il faut donc rétablir une loi anti-casseurs. Toute personne qui se trouve dans un groupe qui commet des violences doit être considérée comme co-auteur de ces violences. Et tant qu'on n'aura pas ça, alors ensuite il y a le problème judiciaire. Bien sûr, comment faire pour que ces groupes, ces collectifs soient jugés. Mais n'empêche que si on ne change pas le mode de preuve, on n'y arrivera jamais. Françoise Leroy. Alors, j'entends ce que vous dites. Moi, je pense que la justice,
s'applique aussi avec sévérité. J'écoutais un député Renaissance ce matin. On peut pas dire qu'il soit, comment dirais-je, complaisant avec les casseurs. Disait que par exemple dans son département, un casseur est ressorti, il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 année ferme. Donc ça veut dire que ça existe. Après, sur les Black Blocs, moi je comprends très bien que l'article a été censuré par le Conseil constitutionnel parce que c'est la porte ouverte absolument à tout. Vous considérez au doigt mouillé que cette personne a l'air éventuellement inquiétante, vous l'arrêtez, vous l'interpellez, vous l'empêchez, c'est pas possible. Ça, on est quand même encore dans un état de droit. Je vois bien la dérive autoritaire qui est en train de s'installer, mais c'est très bien que ça soit censuré. En revanche, comment est-il possible, et je le redis, et c'est le fait de ce gouvernement, le fait du gouvernement précédent, Bernard Cazeneuve, Valls, à l'intérieur et à Matignon, vous avez 1000 casseurs, je le redis, qui se changent devant les forces de l'ordre, qui se mettent en noir au 1er mai, lors du 1er mai 2016, je crois, et qui commencent à chanter « Ouh, ouh ». Nous, on est journalistes, ça fait 20 ans qu'on les connaît, les Black Blocs. Les policiers les regardent et les laissent faire. Donc, ce sont des groupes très organisés. On connaît leur stratégie. On aura la réponse de Rudy Mana dans quelques instants. Parce que moi, ce qui me semble quand même très différent par rapport, ce qui me semble très différent par rapport au stade et à la question des hooligans, où on est effectivement, le problème a été quand même assez bien résolu par le système en place, semble-t-il. En tout cas, pour des amis que je connais qui fréquentent les stades, ça me semble beaucoup plus compliqué dans le cas d'une manif, parce qu'une manif, par définition, ça a lieu dans l'espace public. Donc l'espace public, c'est pas un espace privé, fermé, clos. Et donc sinon, effectivement, là, je reviens sur ce que disait Françoise à l'instant. Il y a un risque ensuite d'atteindre tout simplement le droit de manifester. Et c'est quand même un droit fondamental. Et même si moi, je n'étais pas dans le cortège au 1er mai, j'aimerais bien demain, si je veux manifester, pouvoir y aller tranquillement, sans avoir cette espèce de risque au-dessus de la tête. On va laisser répondre avant de revenir avec Mathilde Julien qui était là hier et qui a vécu ces violences en direct. Rudy Mana, vous avez, j'imagine, forcément des choses à dire suite à ce qui vient d'être dit sur cette loi anti-casseurs. Vous la voyez comment aujourd'hui et sous quels sont les contours en fait? Puisque votre syndicat demande une nouvelle loi anti-casseurs. Oui, bien sûr. Bien sûr, bon, je ne vais pas vous surprendre en disant qu'il faut réécrire une loi anti-casseurs très rapidement. La première des raisons est que c'est absolument impossible aujourd'hui de continuer à avoir des manifestations comme on a pu voir hier dans toute la France, avec 406 policiers et gendarmes blessés, avec 540 interpellations et avec des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de dégâts au domaine public, avec des magasins fracassés pour des gens qui n'ont rien demandé. C'est insupportable et ce n'est plus envisageable de continuer à avoir des manifestations de la sorte en France à cause de 2000 traînes savates qui profitent du système et qui veulent détruire ce système. C'est complètement fou. Donc ça, on ne peut plus l'avoir. Et pour ne plus l'avoir, il faut qu'on prenne des mesures différentes. Il faut qu'on ait une loi qui nous permettent d'empêcher ceci. On ne demande pas des choses incroyables. Mais qu'est-ce que ça peut être, Rudy Mana? Qu'est-ce que ça peut être? Oui, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vais vous expliquer en 3 points ce qu'on demande. Le premier point, c'est que nous demandons la création d'un fichier pour tous les gens qui ont été auteurs de violence ou de dégradation sur des manifestations. Ah, parce qu'un fichier comme ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. C'est hallucinant. Ça n'existe pas. Si vous avez des interpellations, vous avez un fichier qui s'appelle le fichier des antécédents judiciaires où vous avez juste noté dégradation d'un véhicule ou dégradation d'un magasin, peu importe. Mais il faut qu'on crée un fichier spécifique aux manifestations pour identifier ces personnes et que lorsque nous les contrôlons en amont de la manifestation, nous sachions que ces individus sont susceptibles de commettre de tels Rudy Mana, pour qu'on comprenne bien, pardon pour la comparaison, façon fichier S. Mais il y a des Black Blocs qui sont fichés S. Mais Rudy, il y a des Black Blocs qui sont fichés S. On est d'accord? Bien sûr qu'il y a des Black Blocs qui sont fichés S, mais ils sont fichés S pour ultra-gauche. En fait, ils sont fichés S pour ça. Rudy, les deux autres points, voilà. Les points si vous me permettez de finir. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait que la justice, lorsqu'elle condamne un individu, alors vous l'avez dit tout à l'heure qu'elle peut être condamnée fermement. Moi, je vais vous donner un contre-exemple. Vous vous rappelez tous de cette image du policier qui a reçu un pavé il y a quelques semaines à Paris, et qui s'est effondré, qui a été inanimé, tiré par ses collègues, extrait par ses collègues. Il a 30 jours d'ITT. La personne qui a été interpellée après un travail formidable des services enquêteurs a eu 3 mois de prison et tant d'interdictions
sans interdiction de manifester derrière. C'est-à-dire qu'il pourra revenir dans une manifestation pour rejeter des gros pavés sur la tête des policiers. 3 mois, c'est quand même lourd, hein, 3 mois en prison. Il est avec sursis ou ferme? Non, il a pris 3 mois ferme et 15 mois, je crois, avec sursis. Mais attends, c'est quand même une condamnation. Quand on jette un pavé sur quelqu'un, on peut tuer. Non, mais je suis d'accord, mais sur quelqu'un de casqué, moi, je trouve quand même que... 30 jours d'ITT, hein. Oui, d'accord, mais je trouve quand même que... 30 jours d'ITT, je peux vous garantir que c'est pas tout le temps qu'on Est-ce que c'est un... Et il n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Est-ce que c'est un gros contre-exemple par rapport à ce que je disais avec le type qui sort avec 2 ans de prison dans un ferme? C'est beaucoup quand même. Moi, le troisième point de Rudy Mana. Mais c'est dans le but de le troisième point, Françoise, quand même. Le troisième point, c'est ce dont a parlé Gérald Darmanin aujourd'hui. C'est pourquoi ne pas faire comme les hooligans, comme le problème des hooligans a été traité en Angleterre. Les individus qui sont fichés pour causer des difficultés sur les manifestations, pour causer des dégâts, pour agresser les policiers. Pourquoi ne ferions-nous pas contre eux des interdictions administratives? C'est-à-dire qu'au moment où il y a une manifestation, ces individus devront aller pointer dans un commissariat le plus loin possible d'une manifestation pour dire on ne peut pas être sur la manifestation puisqu'on est ici et on est dans ce commissariat. Je crois que ça serait extrêmement important de le faire. Mais comment vous faites avec les étrangers? Alors, les étrangers, c'est encore un autre problème parce que c'est un nouveau problème. Non, Rudy, pardon. Laissez finir. Je pose une question. Respectez 2 secondes. Alors, s'il vous plaît, autorisons-nous à régler déjà les problèmes que nous avons avec nos compatriotes, avec les Français, avant d'essayer de régler les problèmes avec les étrangers. Non, mais Rudy... Parce que ça, c'est un nouveau problème. Effectivement, les étrangers, on va avoir plus de mal quoi qu'on peut aussi les mettre fichés. On peut les ficher s'ils ont été interpellés pour des dégradations ou des violences sur les policiers. Et on peut, au moment du contrôle en amont de la manifestation, essayer de trouver une solution pour qu'ils ne participent pas à cette manifestation. Aurélie, on va faire réagir Mathilde Julien qui était hier sur les sites de violence. Racontez-nous ce que vous avez vu, cette violence qu'on peut qualifier d'extrême. C'est vrai que la situation aux abords de Nation, déjà quand le cortège est arrivé à Avron, ça commençait à piquer le nez. Donc en fait, il y a une grande frustration pour les manifestants qui n'ont pas pu accéder à la place et ils sont restés aux abords. Il y avait beaucoup de monde sur le cours de Vincennes qui n'était pas du Black Bloc, mais qui essayait, qui espérait que ça se débloque. On voulait progresser en fait vers la place pour finir officiellement cette journée. Et ils ont l'impression de s'être fait un peu voler leur journée, parce qu'en plus, à partir du moment où ils sont partis de République jusqu'à Avron, avant d'arriver place de la Nation, ils ont vu les dégradations, ils ont vu les abribus boulevard Voltaire, ils ont vu les Maïf, les banques, les assurances dégradées. Donc il y avait... Je suis retournée à Nation aujourd'hui. Hier, j'ai pris des témoignages de manifestants. Certains disaient oui, ça restait bon enfant, mais quand même, ils ne pouvaient pas occulter toutes ces dégradations autour et pressentaient sûrement que la fin de manifestation allait être tendue. C'est ce qui s'est passé. Impossible d'accéder au cœur de la place. C'est, vous savez, la place de la Nation avec une voie circulatoire. On était bloqués au niveau des colonnes. Impossible de progresser parce que les yeux qui piquent. Alors, ceux qui étaient équipés de lunettes, moi je n'en avais pas, j'y suis allée un peu comme ça, spontanément, comme une manifestante, dans les conditions d'un manifestant en fait, et non pas avec tout l'attirail. Après, prochaine fois peut-être que je le ferai parce que c'est important d'aller voir, en fait, j'ai pas pu vous expliquer exactement ce qui se passait au cœur de la Nation, mais on entendait des cris, on voyait des charges, évidemment c'était le chat et la souris entre les manifestants et les forces de l'ordre. Philippe Bilger, j'aurais voulu demander au policier Rudy Manin, est-ce que vous pensez réellement que vos 3 points, et notamment le premier et le troisième qui au fond se ressemblent, seraient de nature à éradiquer ce phénomène permanent des Black Blocs, pour ne parler que d'eux, qui commettent des violences dans les manifestations. Moi, j'ai tendance, je ne discute pas la validité de vos points de vue, mais il me paraît très restrictif par rapport à ce qu'imposerait de véritables mesures contre ces violences collectives. Qu'en pensez-vous ? Vous avez probablement raison, c'est pas ce qui va permettre d'éradiquer totalement la présence des Black Blocs. Mais en tout cas, ça nous permettra d'avoir des moyens légaux pour essayer de les contrer et de prévenir leur arrivée dans les manifestations. En fait, c'est ça
qui nous manque aujourd'hui. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, les sanctions pénales. Moi, je suis désolé, mais quand on interpelle des individus qui ont mis à sac, je pense à ce magasin de robes de mariée, j'ai entendu la dame parler tout à l'heure, ça m'a arraché le cœur. Quand je vois des individus qui sont capables de faire ça, et quand on interpelle, les policiers arrivent à les interpeller, ou quand je vois comme à Lyon, où il y a une mairie qui a été dégradée et que ces individus ont été interpellés grâce au drone que certaines personnes voulaient nous empêcher de faire voler. Ben, vous savez quoi, ces mecs-là, il faut qu'ils prennent cher. Il faut qu'ils prennent cher. C'est possible de faire ça. La prison, c'est cher quand même. Même c'est possible de faire un ou 2 mois de prison. En fait, non. Rudy, oui, juste par l'exemplarité. Oui, Rudy, et aujourd'hui, on n'y arrive pas. Rudy, oui, ce que je me permets de dire, c'était sur votre troisième point. En fait, moi, ce qui me choque quand même si je rejoins le cœur de votre propos et votre indignation, je la comprends très bien. Mais finalement, vous dites à la fin, il faudrait dissuader ces personnes, faire en sorte avant la manif, en gros, qu'ils renoncent à la faire. Mais c'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'en gros, on prive des personnes du droit de manifester. Non, mais pas de casser. Non. C'est pas la même chose. Là, ce qui est sous-entendu là, c'est que je termine. Ce qui est sous-entendu là, c'est que ce qui est sous-entendu là, c'est qu'en fait, on les prive concrètement du droit de manifester. Or, c'est un droit constitutionnel. Le droit de manifester, c'est pas le droit uniquement d'aller voir un match de foot ou d'aller manger dans une pizzeria. C'est un droit qui est très particulier. Et donc, il me semble que si jamais on privait des personnes très violentes, en effet, de manifester, il faudrait qu'il y ait, par exemple, une décision de justice. Ça pourrait pas se faire comme ça. Non mais on peut pas arrêter les gens par anticipation. Non mais écoutez, je veux bien que ce soit la mode de dire l'état de droit, etc. On est quand même dans un état de droit. On est dans une démocratie. Moi, j'entends tout ce que vous dites. On a un problème avec les Black Blocs. Vous savez très bien, on a travaillé des années là-dessus, qui se cachent en amont. C'est très difficile de les arrêter. Et je comprends votre désarroi là-dessus. Ils se cachent en amont, ils cachent du matériel. Maintenant, ils ont leur symbole. Vous avez vu ce char en forme de cygne sur lequel est peint un cygne. Comment est-ce qu'ils ont réussi à introduire ce char? On comprend qu'ils le mettent dans les halls d'immeubles la veille, la nuit, etc. Ce sont des gens, bien sûr que c'est des pieds nickelés, mais c'est surtout des gens extrêmement bien organisés. Vous dites, on verra les étrangers. C'est pas la première fois, ça fait des années que les Italiens, qui sont d'une violence extrême, moi je m'y suis confronté en reportage en Italie, ils sont affreux les Black Blocs italiens, ils sont encore plus violents je pense que les Black Blocs français, et les Allemands, où est né le phénomène? Donc moi je veux bien tout ce que vous voulez, Rudy, mais une loi qui à un moment donné reposerait sur le délit de sale gueule par avance d'un manifestant, c'est pas possible. Non, mais François de Gaulle, vous êtes d'accord avec moi quand même qu'aujourd'hui, ces manifestations ne peuvent pas perdre. Ah non, c'est pas possible, on peut pas continuer. Je suis d'accord avec vous, et avec des flics à l'hôpital, c'est pas possible. Non, ça je suis d'accord. Merci beaucoup Rudy Mana d'avoir été avec nous, porte-parole d'Alliance Police Nationale. Merci Mathilde, Julien, toutes nos excuses à notre auditeur Johan qui avait des choses à dire. Mais il va se venger au Kikadi. Je suis mitigée, oui et non, mais le problème n'est pas la loi, mais les casseurs. Effectivement, on en parlera bien entendu encore longtemps. Vous restez avec nous dans un instant, le Kikadi Show, le quiz de l'actu. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, on est ensemble jusqu'à 19h avec Françoise Degois, avec Philippe Bilger, avec Tom Conan, avec vous 0826 300 300 et attention, c'est le moment du quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Johan est avec nous. Johan, pardon parce que le débat était tellement agité. Voilà. Johan, vous voulez jouer contre Tom, contre Françoise ou contre Philippe Bilger? Philippe. Moi, je ne casse rien. Jusqu'à présent. Non. Ah si, hier vous avez cassé la baraque. Philippe. Hier, vous avez cassé la baraque. Je n'ai pas là, je gagne. Je choisis toujours les adversaires les plus difficiles. Allez, on y va les amis. Allez, attention, premier Kikadi. Kikadi, il va falloir une guérilla de tous les instants. Darmanin. Non. Thomas pas le même bord. Thomas Porte. Alexis Corbière. C'est une femme. C'est une femme. Binet. Marine Tondelier. Presque. Marine Tondelier, alors Sophie Binet. Non, j'étais bien. Tondelier, elle est quel côté? Sandrine Rousseau. Écolo. Sandrine Rousseau. Encore Et voilà. Bonne réponse de Françoise Degois. Ça faisait longtemps. J'ai mis 2 points, mais on aurait dû en mettre qu'un. Mais en 15 si tu veux, qu'est-ce que je m'en fous? J'ai pas du tout envie d'être avantagé par vous. Qui a dit concernant la candidature unique de la NUPES en 2027, il serait temps de faire confiance à une femme? Tondelier. Bonne réponse de Philippe Bilger. Tu as été plus vite que moi, bravo. Marine Tondelier. En tout cas pas Marine Tondelier, enfin si possible.
Sympa pour elle. Ça, c'est vous qui le dites. La C'est question, moi, qui a dit cette réforme des retraites va empoisonner le quinquennat d'Emmanuel Macron? Mélenchon. Non. Pas loin. Pas assez fort. Alexis Bompard, qu'est-ce que vous avez dit, Alexis Johan Corbière. Bardella. Non. Non, c'est une femme. Clémentine Autain. Non. Panot. Bonne Panot. réponse de Philippe Bilger. Mathilde. 4 à 2. Tombé dans le. Mathilde de Panot, Mathilde de Panot. Qui a dit 4 à 2? Philippe Bilger prend l'avantage. Ouais. Oui, mais au moins je suis tranquille. Ne Attends, je pensez me pas détends. que c'est en faisant du bruit sur des casseroles que vous ferez reculer le Macron. gouvernement. Olivier Darmanin. La seule façon de les faire reculer, c'est de les battre aux élections. Ruffin. Non. Mélenchon. Non. Ah bon? Pas le même bord. Ah bon, mais... Non. Retailleau. Aurélien Non. Pradier. Non. Une bêtise, ça pourrait être Raffarin. Non. Balladur alors. C'est Hollande. Non. C'est pas le même c'est bord. l'opposé de la France Insoumise. Oui. Le Rassemblement est Bardella. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Non. Sébastien Chenu. Bonne réponse. Sébastien Chenu. Oh là là, ça va. Effectivement, Sébastien Bon, ouais, en Chenu. 4 à 4, alors c'est la honte quand même. Ces On questions, est pas qui a dit de Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas abattre la réforme des retraites, mais la 5e République. Darmanin. De Véran. C'est un sénateur. Ah mais c'est l'autre Rando, il y a Larcher. Claude machin truc, Mahuret. Non. C'est Maluret qui est très bon. Bonne réponse. Retailleau. Retailleau. Ah ben oui, Ton c'est ami vrai, Bruno, Retailleau. je devrais l'utiliser Allez. plus Allez, souvent. 6-4. Attention, Qui la a balle de Voilà. match. Philippe, sortez les mouchoirs. Hein. Vas-y. Qui a dit de Marine Le Pen, ce n'est pas une femme d'État, c'est au mieux une petite femme politique? Ah oui, je sais, c'est Darmanin. Bonne réponse C'est avec de quand Françoise il a dit ce Degois. matin le parti de la flemme. Oui, voilà. Absolument. Et la dernière sur les propos on est à de... combien là? Je peux plus gagner. 8-4. Non, Sur mais les on sait propos de Jean-Luc Mélenchon en manifestation hier où il a dit à bas la mauvaise République, qui a dit de quelle République parle-t-il? Celle qui lui a permis de cumuler 30 ans de mandat. Ah, c'est excellent. C'est Darmanin encore, non? Non, C'est une c'était femme. sur Sud Radio. Véran. Porte-parole. Genevard Non, ou- c'était sur Sud Radio ce matin. Porte-parole. Eh ben c'est Priscilla Thévenot. non, Prisca. Prisca Thévenot. Prisca Thévenot et Johan, l'intelligence vous faite êtes femme. le grand gagnant. Bravo. C'est vrai pourquoi Allez, elle appelle Priscilla. Allez, merci Françoise, Pourtant, elle n'est pas exactement. folle du désert. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le coup de gueule sur les athlètes transgenres de Philippe David. Et puis Est-ce qu'on peut ça fait du saluer la clic. performance de Tom Conan? Je pense que quand même. Merci, je pensais m'effacer. On a Personne n'avait lancé une remarqué. alerte enlèvement aussi. On aurait dû faire une alerte enlèvement comme on fait à chaque fois. Allez, à Après, je tout me de suis suite. battu quand même. Hein. Mais contre hier, qui on a eu quelqu'un de Avec- remarquable comme toi. À tout de suite, Joseph petite Touvenel. pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'écouter Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. Bientôt 800 000 d'entre vous nous regardent tous les jours. Un grand merci en tout cas. Et si vous ne vous êtes pas abonné, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et merci en tout cas pour l'attention que vous nous portez chaque jour de plus en plus nombreux. Dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu et on reviendra sur l'actu des vraies voix. Juste après, en attendant, c'est le coup de cœur ou le coup de gueule plutôt cette fois-ci de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe David, aujourd'hui votre coup de cœur sur les athlètes transgenres. C'est un coup de gueule. Pour la première fois de l'histoire du cyclisme féminin, un athlète transgenre a gagné une course par étapes, le Tour of the Gila, qui se disputait au Nouveau-Mexique. Une victoire acquise dans la dernière étape de montagne où elle a conquis par la même occasion le maillot à poids de meilleur grimpeur. Alors pourquoi? Parce que l'UCI, l'Union cycliste internationale, est une des rares fédérations qui autorise les athlètes transgenres à participer à ces compétitions. Les athlètes hommes, donc femmes transgenres, devant démontrer un taux de testostérone inférieur à un niveau de 2,5 millimol par litre pendant toute la compétition. Alors, le règlement actuel de l'UCI, qui permet à des hommes de prendre part à des compétitions féminines, n'est pas juste pour les athlètes féminines. C'est ce qu'a déclaré Alison Sidor, l'ancienne cycliste canadienne et championne du monde de cross-country. On imagine d'ailleurs facilement le désarroi des cyclistes femmes vaincues, puisque même si le taux de testostérone est contrôlé, la musculature d'homme reste toujours chez ce type d'athlète, ce qui donne un incontestable avantage en termes de puissance. Alors, tant que le ridicule ne tue pas, ça va. Mais il va peut-être finir par tuer. Quand on se souvient de la championne de MMA française Céline Provost, déglinguée, il n'y a pas d'autre mot, en 2 rounds par Alana McLaughlin, athlète trans et par ailleurs ancien des forces spéciales de l'armée américaine. On attend les réactions des féministes contre ces tricheries contre des femmes, elles s'y promptent à hurler contre le patriarcat. Mais peut-être ont-elles pas cyclisme, mais piscine.
C'est un sujet. Oui. Je suis partagé, peut-être Tom, parce que moi je suis partagé, je vois pas trop la triche, mais enfin bon. C'est un homme qui court avec des femmes, c'est quand même un avantage. Hein. Non mais en tout cas, ce qui est certain, c'est effectivement il y a deux combats entre guillemets qui entrent effectivement en contradiction potentiellement. C'est-à-dire le combat féministe qui peut en l'occurrence là justifier évidemment qu'il y ait une différence comme dans beaucoup d'autres sports, le tennis par exemple que je connais mieux, avec effectivement une compétition féminine, une compétition masculine, et donc qui suppose en effet de préserver cette disparité, cette séparation. Et de l'autre en effet les combats LGBT+ qui incluent notamment la question de l'inclusion des personnes transgenres. Donc évidemment, et il s'agit de savoir si ça crée une iniquité plutôt, toujours difficile à dire ce mot, qui est telle que ça doive remettre en cause en effet la participation de cette personne. Mais en tout cas, il faut le faire sans mépriser, on pourrait dire, la démarche, parce que encore une fois, le fait d'inclure des personnes transgenres dans des compétitions sportives, c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête, facteur justement d'inclusion encore une fois. Et je vous rappelle que c'est quand même difficile pour ces personnes, hommes transgenres ou femmes transgenres et d'autres publics LGBT+ d'ailleurs, d'être reconnus à part entière dans la société. Donc oui, mais au détriment de la compétition, c'est ça le problème. J'ai bien compris, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si jamais ça crée une iniquité, il faut effectivement faire en sorte que on puisse adapter le règlement. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire d'une manière dédaigneuse, méprisante et en considérant que voilà, c'est scandaleux et que la démarche en elle-même n'a aucune légitimité. Je ne me permettrai jamais d'intervenir après Tom sur de tels sujets. Tu peux bien sûr. Connais ça très bien. Non, mais moi j'adhère tout à fait à ce que dit Tom. Je pense qu'il faut aller dans une intégration et que le cas que vous évoquez, effectivement, moi me pose problème. Les deux cas. Oui, mais surtout le cas du cyclisme en réalité. Voilà. Enfin, donc vous aviez le gabarit de Céline Provost par rapport à l'ancien des forces spéciales américaines. Elle s'est fait défoncer en 2 rounds. Le MMA, c'est pas possible aussi. Ça, moi je suis pas du tout. C'est vraiment quelque chose que j'ignore complètement. Il faut vraiment que je me cultive sur la MMA. Tout le monde en parle, mais voilà, je ne connais absolument rien à ce sport. Pour vous, c'est une compagnie d'assurance. Non, c'est pas ça, mais qui traîne. Non, mais qui traîne. Tout est permis. Qui traîne des foules complètement incroyables. C'est extraordinaire au sens premier du terme. Voilà. Non, mais dans le MMA, il y a beaucoup de puissance, de force, et ça tape bien sûr, mais sur le cyclisme surtout, qui est un sport qu'on connaît mieux. Si effectivement vous grimpez, si vous grimpez avec des muscles d'homme, même si vous êtes devenu une femme, ça n'a rien à voir avec le fait de grimper avec une femme. Regardez quand on fait le Tourmalet tous les étés, Philippe. Oui. Je vous mets 10 minutes sur le dernier kilomètre. Philippe. MMA, c'est les pieds, là. Oui, c'est tout, c'est les pieds, les poings. Tout est permis. C'est effrayant, voilà. C'est une compétition que je trouve effrayante. Mais effectivement, comme c'est un critère de performance, en effet, de performance physique en particulier, bon, de stratégie aussi, mais la performance est très présente dans le cyclisme. Effectivement, c'est une question qui se pose. Alors que pour d'autres enjeux, je pense par exemple à des enjeux purement esthétiques. Prenez par exemple la compétition Miss France. On avait, je crois, eu ce débat sur cette station il y a quelques mois. Là, en revanche, ça me choque pas du tout. Non, mais pas du tout. Parce que là, évidemment, on n'a pas d'iniquité qui est créée. Et quand bien même il y a un différentiel dans, on pourrait dire, l'origine de la personne, voilà, ça ne trouble en aucun cas les règles. La seule chose qui me dérange avec Miss France, c'est que les garçons font plus souvent 1m80 et moi, ça me dérange. Oui, mais voilà, mais ça, c'est une question de goût. Je pourrais encore moins être Miss France. Subjectif. Mais voilà, mais en tout cas, non, mais faut donc toujours attention parce que derrière, encore une fois, c'est pas. Parfois, on le traite comme si c'était du folklore. C'est pas du folklore. Non. Il y a des vrais combats derrière. Il y a des personnes qui sont dans des situations là, on est sur des droits. C'est physiologique. Ouais, bien sûr, mais c'est l'équité. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que l'équité, c'est ce que j'ai mis en avant en effet. Oui, il y a quand même des femmes qui pourraient se battre contre Tom et qui pourraient gagner. Ah ben c'est vrai, c'est pas super sympa, mais effectivement, j'ai fait quelques efforts, j'ai fait quelques pompes parfois. Un match de MMA entre Françoise Degois et Tom Conan. Les deux gauches irréconciliables. Ou dans la boue. T'adores ça. Oui, bien sûr, le combat de boue de la gauche, c'est ce que vous adorez. Bien sûr. Mais savez que la gauche unie, généralement, elle vous écrase. Elle y met du sien. Elle y met beaucoup de sien. Mais qu'est-ce qui vaut mieux, une gauche qui débat plutôt qu'une droite totalement amorphe qui sert de serpillière à Emmanuel Macron? Mais ma chère Françoise, pourquoi vous me regardez pas plus de faire traiter de serpillière? Je vous pose une question, vous qui êtes spécialiste de la droite. Est-ce que ça vous plaît de servir de béquille, de chausse-pied, de marche-pied à Emmanuel Macron? Je sais que vous faites partie des esprits un peu éclairés. Et qui ose accoler gauche et beau? Franchement, qui oserait ça? Vous en permanence. On y va? Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'on scrute, en tout cas Félix Mathieu scrute ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le top clic, Félix bonjour. Bonjour. Avec cette scène insolite à la télévision suisse, un militant écologiste est venu se coller la main au pupitre du présentateur d'une émission. Oui, une émission politique, un débat à l'occasion d'élections locales à Genève sur la chaîne Léman Bleu TV, sauf que le présentateur
n'a rien pu faire quand ce militant d'Extinction Rébellion s'est approché sa main pour la coller au pupitre. Sur la majorité de femmes, je peux comme en réjouir. Non, monsieur, non, vous n'allez pas vous coller au plateau, c'est pas vrai. Oh, mais sérieusement. C'est une honte, monsieur. Vous prenez en otage une émission démocratique. Le peuple a voté aujourd'hui et vous venez coller votre main sur ce plateau. C'est une honte. Je refuse de co-animer cette émission avec vous. C'est une honte. Vous n'avez pas votre place sur ce plateau. Je ne vous donnerai pas la parole. Vous n'avez strictement rien à dire. Et je demanderai maintenant que vous soyez évacué. Il s'est collé la main avec de la colle. Vous n'avez pas de micro, monsieur. On ne vous entend pas. On va vous enlever cette colle avec du dissolvant et on va vous enlever du plateau. C'est drôle. Au revoir, monsieur. La situation est solennelle. C'est ubuesque. La sérénité. Et il est décollé sous les huées du public. C'est Jérémy Sédou qu'on entend, le présentateur, rédacteur en chef de Léman Bleu TV, très agacé par la situation. En vrai, ça a duré plus de 2 minutes. J'ai fait quelques petites coupes. Moi, j'ai travaillé. Je vais souvent faire là-bas leur excellente émission politique, Léman Bleu TV. Alors, c'est le calme suisse. Le débat est feutré. Et je trouve que même imaginez, même là, ça reste quand même extrêmement calme. Imaginez, je ne sais pas, n'importe quel animateur ou journaliste que nous connaissons. Cécile de Ménibus va chercher une hache, elle coupe, parce que conformément à la loi du talion, t'as volé, on te coupe la main. On va être obligé de vous couper la parole, Françoise Degois. Sinon, moi, je coupe le pupitre et tu pars avec le pupitre. Non, mais de toute façon, vous sentez une hache, ça c'est sûr. Tout dans la nuance, effectivement. T'as battu, tu seras battu. Voilà, c'est ça. T'as volé, tu seras volé. Dit, le retour du happening est politique, en l'occurrence. C'est pas un happening purement esthétique. Je le trouve quand même pas inintéressant. Il y a eu des jets. Alors moi, je suis pas du tout favorable à ça, mais contre la fondation Louis Vuitton il y a quelques jours. Non, mais je trouve ça absurde. Mais en revanche, il y a un retour des performances. On voit bien que les gens sont inventifs dans le combat politique. Ça, je trouve ça réjouissant. Dire qu'on appelle ça performance. Dans la vidéo sur les Léman Bleu, il faut quand même regarder le présentateur, etc., et l'activiste, mais il faut surtout regarder les candidats derrière leur pupitre qui restent de marbre. Personne ne bouge. Il laisse la police cantonale intervenir. Chez nous. C'est l'heure de faire une pause. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On va à la Merci, Félix. Dans un instant, les vraies voix de l'actu. Ça va. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous vous demandiez ce que vous alliez faire dans les 30 prochaines minutes. Et ben on est faire dans cette galère, c'est surtout ça que je me demandais moi. On a une idée pour vous. Vous pouvez vous asseoir à côté de Philippe Bilger, de Françoise Degois, de Tom Conan et de bien entendu débattre avec eux 0826 300 300. En tout cas, ils ont une actu qu'ils aimeraient bien porter. C'est le moment, le tour de table de l'actu et des vraies voix. Pas de panique, nous sommes des professionnels. C'est tout à fait vrai. Ah bon? Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et on démarre par Philippe Bilger qui veut parler des pays qui donnent des leçons à la France en termes de droits de l'homme à l'ONU. Ah oui, j'ai regardé ce matin et j'ai vu que dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il y a des pays qui ne brillent pas objectivement par leur morale sur ce plan-là. La Russie, la Chine, le Venezuela, l'Iran, qui donnent des leçons à la France. Alors, j'entends bien que la France n'est pas parfaite sur le plan des droits de l'homme et j'admettrais bien volontiers qu'il y a certaines pratiques qui peuvent être discutées, combattues, mais que des pays qui appartiennent à ce Conseil. D'ailleurs, quelle étrange manière d'impliquer des pays qui n'ont aucune morale sur le plan des droits de l'homme dans ce Conseil des droits de l'homme. Ça me paraît hallucinant, mais ils donnent des leçons à la France et ça, je ne suis pas un chauvin absolu, mais je trouve ça tout de même un peu fort de café, si vous me permettez cette expression. Il y a quelque temps, l'Arabie Saoudite avait été élue, je crois, à la tête de cette commission. Françoise Degois. Alors, la mauvaise foi de Philippe Bilger, qui est toujours très raffiné, mais qui est une mauvaise foi crasse, bien sûr, ne cite pas tout ce papier. Pour lui. Non, mais crasse au sens pas sale. Moi, je suis d'une mauvaise foi crasse, donc c'est pour ça que nous sommes très amis, nous apprécions beaucoup. Mais il faudrait quand même avoir l'honnêteté de lire tout le papier du Figaro et de dire que c'est sur un point en particulier. La plupart des
le diagnostic de la France sur les libertés est extrêmement dur de la part de pays tout à fait respectables. Les États-Unis, la Norvège, le Danemark et la Suède s'inquiètent de la façon de maintenir l'ordre. Le Brésil, l'Afrique du Sud tensent la France sur la discrimination raciale, sur les conseils. Alors évidemment, on peut sortir évidemment ce truc. Du point, mais moi, je l'ai lu dans le Figaro. Le Figaro est quand même vachement bien fait sur cette question. Et les avis qui sont donnés sur la France de pays qui sont pas illibéraux ou carrément des dictatures sont très intéressants à regarder. Et je rappelle que toutes les nations se prêtent à ce diagnostic-là du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc il y a des choses qu'il faut pas jeter. Quand la Norvège, la Suède, cette Europe du Nord social-démocrate qu'on admire beaucoup par certains, dit attention sur le maintien de l'ordre, la France ça va plus du tout. Quand les États-Unis disent attention sur les libertés publiques, ça va pas. Quand l'Afrique du Sud et le Brésil disent attention sur la discrimination, ça il faut l'entendre. Après c'est complètement grotesque que la Russie ait un avis à donner, encore plus la Chine et le Venezuela bien sûr. Et ce que je trouve assez ironique, moi, c'est que dans ce genre-là également, vous avez sans doute vu que la note de la France a été dégradée par une agence de notation, donc Fitch effectivement. Donc on n'a plus triple A mais double A seulement. Et justement dans les points qui sont mis en avant, triple A moins. Triple A moins. Oui, triple A moins, pardon. Oui. Et donc en fait, ce qui est pointé du doigt, donc par cet organisme, on pourrait dire indépendant, quoique, mais en tout cas extérieur au jeu politique français, ça c'est certain, c'est notamment justement l'instabilité politique et la difficulté de la France à faire des réformes. Non mais c'est donc intéressant parce que justement, je pense que dans cette instabilité politique, la stabilité politique, c'est un critère même économique assez standard. Il faut faire des investissements là où il y a une stabilité politique, etc. Donc c'est un critère très froid, mais en même temps qui est quand même assez objectif. Et effectivement, je pense que tout ce qui se passe sur les retraits depuis des mois, on en a encore parlé tout à l'heure, est aussi de facteurs en effet à inquiéter les autres pays sur beaucoup de critères, y compris les critères purement économiques. J'aime bien que dans la note, ils évoquent les troubles sociaux. Oui, mais ils évoquent surtout, ils évoquent l'impuissance politique d'Emmanuel Macron. C'est une note, moi je serais Emmanuel Macron, elle est accablante pour lui quand même. Françoise Degois, les répercussions environnementales de ChatGPT. Alors j'ai envie de changer mon tour de table parce qu'en fait je suis très en colère. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis très en colère contre Libération. Ça paraît étrange, normalement je suis de gauche et mécaniquement je devrais lire Libération. Il m'arrive de le lire, je trouve qu'ils ont parfois de très bons éditos. Je suis extrêmement en colère sur le papier qui est paru ce week-end sur Sud Radio. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit. Je trouve que enfermer notre station, alors ça fait un peu bon élève, mais je l'assume pleinement. Enfermer notre station dans une sorte de réseau qui serait la porte ouverte à tous les complotismes, c'est tout à fait honteux, c'est tout à fait odieux. Sud Radio représente la diversité. Vous savez, moi je suis une éditorialiste de gauche, il n'en reste plus beaucoup dans ce pays. Il y a beaucoup d'éditorialistes de gauche qui sont devenus macronistes. Vraiment, je n'ai jamais subi la moindre censure ici. Je viens ici 3 fois par semaine. J'exprime librement des idées que je porte, auxquelles je crois depuis 25 ans. J'ai jamais varié en tout état de cause. Je suis ici, je débat avec Philippe Bilger. Nous sommes dans la diversité. Nous ramener... Et Dieu sait si vous n'êtes pas d'accord. Mais on n'est pas d'accord et je vous assure que jamais personne ne m'a... Il y a bien des chaînes de gauche, si vous voulez, où j'ai même été plus censuré que ça. Jamais personne ne m'a dit ce que je devais dire. Jamais personne ne m'a cadré. Nous sommes véritablement 3 fois par semaine, c'est beaucoup dans une station. Oui. Et cette station accueille la diversité. Nous enfermer à nouveau, encore et toujours, dans une radio complotiste, c'est indigne. On est quasiment à 800 000 abonnés. On a des gens qui appellent de tous bords. L'auditoire de Sud Radio a peut-être en plus changé. Il a évolué. Et ça, c'est grâce au travail, et je le dis, de Patrick Roger, qui vient de très grande radio, qui est de télé, qui a travaillé, et des équipes, évidemment Frédéric Joux, etc. Je dis pas ça pour bien me faire voir, parce que j'en ai rien à fiche de bien me faire voir, sinon ça fait longtemps que je serai pas là où je suis. Mais en tout cas, je vous le dis, c'est indigne, ça me fout en colère, et vraiment Libération, vous mériteriez vraiment un papier de contradiction. C'est pas possible de faire ça. Pour expliquer aux auditeurs quel est l'important quand on travaille le matin avec Philippe
Philippe David, parce que ça, c'est vrai que les coulisses, vous les avez assez peu. On fait toujours très attention aux questions que l'on pose en essayant de préserver une neutralité, en se disant, bah là, si on fait ça, c'est parti pris, là, on fait attention. On regarde qui est autour de la table, parce que c'est vrai qu'on a toujours Philippe Bilger qui est avec nous et qui est plutôt de tendance de droite. Et je crois qu'on peut le dire, oui. Non, mais... Je dirais même parfois. Voilà. Et on fait toujours très attention de se dire, quand on a un sujet, il faut qu'on ait de la contradiction. Il faut que, si on a une Françoise de Gois qui est très engagée sur un sujet, on va pas lui mettre forcément que des personnes qui pensent comme elle. On essaie toujours de créer un équilibre pour que toutes les forces politiques Patrick Roger fait pareil. Et que tous les auditeurs puissent à un moment donné, finis Françoise, pardon. Que tous les auditeurs puissent avoir à un moment donné se retrouver dans la voix de l'une des personnes qui est autour de cette table. Absolument. Donc je suis très en colère. Je pense que c'est pas un bon travail journalistique. Il faut vraiment changer votre regard, les copains de Libé. Changer votre regard. Arrêtez de véhiculer ces vieilles lunes qui n'ont plus aucune... Mais moi, je propose aux journalistes de venir ici, dans une émission, d'être une vraie voix et de voir qu'effectivement comment Ou alors ça se passe. vous faites une journée à Sud Radio. Vous commencez la matinale. On a fait ça des années quand j'étais sur une grande radio de chaîne publique. Eh bien, vous faites ça. Vous venez, vous attaquez la matinale et vous restez jusqu'au soir et vous verrez bien si ce qui se pulse ici dans les couloirs, c'est toxique. On n'est pas tous d'accord entre émissions, mais en tout cas, on se respecte et c'est aussi l'intérêt. Mais je rejoins, c'est un très bel éloge sincère de Françoise. Oui, merci de m'avoir passé le papier. Mais on voit bien comment ce journaliste a fonctionné. Il a un article sur André Berkoff. Moi, je pourrais dire ce que j'en pense. Pour l'essentiel, c'est positif. Il a sa manière de faire, mais ils ont induit une image globale sur Sud Radio uniquement à partir de sa pratique. Ce qui est absurde. Bah oui, c'est ça. Parce qu'après, c'est votre tour de table, il va falloir faire court. Non, mais globalement, je suis d'accord avec ce qui est dit. Effectivement, je veux dire qu'en effet, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je viens également sur Sud Radio pour parler dire que tu sois à la droite réactionnaire. Différents sujets, exactement. Et effectivement, à aucun moment. On essaye pourtant, mais il veut pas. Je me suis senti censuré ou invité à changer mon discours dans la préparation de l'émission ou dans l'émission elle-même. Donc ça, effectivement, jamais liberté de totale dans toutes les émissions. C'est parfaitement le cas dans mon expérience vécue. Et je pense dans celle des autres. Je rappelle à tous les gens que nous ne sommes pas les idiots utiles de la gauche enchaînés au rocher Sud Radio. Je ne crois pas, non. Non, alors, c'est pas du tout le genre de la maison. J'ai envie de vous dire cette radio et qu'elle monte et qu'elle continue à grandir parce que c'est ça un peu, je pense, qui énerve tout le monde. Et même pour nous qui animons cette émission avec Philippe, c'est très intéressant d'avoir le point de vue de gens différents, que ce soit des auditeurs, que ce soit des experts qui viennent commenter l'actualité, que ce soit nos vraies voix. C'est très intéressant parce que parfois ça nous fait évoluer aussi dans nos réflexions et c'est ce qui fait nourrir, en tout cas c'est ce qu'on appelle la démocratie, je crois. Absolument. Et la liberté d'expression. Et c'est ça aussi. Tom Conan, je ne voulais pas que vous fassiez ce sujet, vous voulez le faire quand même, c'est pas grave. Non, je plaisante. Ah bah merde alors. La censure comment, je le savais. Très court. Non, je voulais parler du Met Gala, mais des sujets peut-être plus importants, mais les sujets légers nous permettent aussi de garder un petit peu le moral. Alors le Met Gala, donc j'y n'étais pas. Enfin si, je suis revenu en jet privé ce matin. Expliquez-nous ce que c'est. En fait, le Met Gala, donc c'est un événement qui est organisé par le Metropolitan Museum of Art. Donc le Met, c'est le musée, un des musées phares de New York. Donc c'est d'abord ça, mais il organise effectivement en dehors de son activité culturelle très très majeure un gala tous les ans. Et depuis 95, vous savez, il y a l'inénarrable Anna Wintour qui s'occupe donc du magazine Vogue, qui a transformé cet événement, qui était vraiment un événement de gens mondains dans la haute société, mais qui n'était pas vraiment un entre-soi en effet. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus ouvert avec des people, des gens de la télé-réalité, etc. Alors évidemment, c'est pas non plus ouvert à tout le monde parce que le ticket d'entrée c'est quand même 50 000 € et ça va monter jusqu'à 300 000 € si vous voulez vraiment être mécène d'une table estampillée à votre nom. Mais donc effectivement chaque année ça permet donc de mettre en avant effectivement des personnes et puis effectivement c'est l'occasion aussi pour des maisons de luxe françaises notamment effectivement de montrer leurs dernières créations. Il y a quand même eu, pour ceux qui sont intéressés par ces thématiques-là, il y a quand même eu des tenues assez extravagantes, mais assez incroyables aussi, de Dua Lipa notamment, avec une robe Chanel. Il y a eu aussi Jared Leto qui s'est déguisé en choupette
terminons sur ça, parce que Choupette, vous savez, c'est le chat de Karl Lagerfeld. Et cette édition était un hommage à Karl Lagerfeld, designer allemand qui est décédé en 2019 et qui a quand même été à la tête de Chanel pendant plus de 30 ans. Et il y avait Roger Federer, surtout, c'est ce que je veux dire. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. La question que l'on vous pose sur la mauvaise République. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est sorti de l'arc républicain? Mais vous voyez, nos auditeurs, 50% oui, 50% non. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Politique, entre guillemets, c'est lui que je préfère. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix. On est ravis de vous retrouver avec Françoise de Gouet qui est avec nous, Philippe Bilger qui est avec nous, Tom Conan qui est avec nous. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h et vos appels au 0826 300 300. Allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon a tenu hier un discours appelant subtilement à mettre fin à la Ve République. Écoutez ce qu'il a dit. Le Conseil constitutionnel a fait son travail. Il a défendu une constitution de nature autoritaire et anti-ouvrière. Le Conseil constitutionnel ne peut pas valoir plus que la Constitution qu'il défend. Et il a pu conclure qu'un texte qui n'a été voté par personne s'impose à tous les Français. Il n'y a pas de bon Conseil constitutionnel aussi longtemps qu'il y a une mauvaise Constitution. À bas la mauvaise République! Une proposition qui n'est pourtant pas nouvelle et sur laquelle Jean-Luc Mélenchon a fondé son projet. Vous savez, le programme de l'avenir en commun, c'était la 6e République. La nouvelle constitution dont la France a besoin doit radicalement être nouvelle et ne peut pas être un simple rafistolage de la 5e. C'est ce qu'il disait dans son programme. Alors est-ce que pour vous, il est sorti de l'arc républicain en parlant de mauvaise République, ou on a le droit de vouloir la fin de la 5e République? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Philippe Bilger, sur cette réflexion de l'arc républicain et sur cette réflexion de Jean-Luc Mélenchon. Alors j'avais déjà trouvé scandaleuse à l'époque la volonté du président et d'Elisabeth Borne d'exclure de l'arc républicain LFI et le Rassemblement national à partir du moment où, me semblait-il, la légitimité démocratique leur était naturellement dévolue à la suite de leur élection. Et ça, je continue à le penser. Je continue à penser que la question de Sud Radio, provocatrice mais nécessaire, évidemment, elle appelle une réponse négative. Il fait partie toujours de l'arc républicain. C'est autre chose que de considérer que assez régulièrement, et le fait de souhaiter changer de République ne le fait pas sortir de l'arc républicain. On est dans une opposition politique, il traduit ce qu'il a toujours pensé, il le dit à sa manière, ça n'a rien de scandaleux. Je vais vite sur la fin. Non, vous avez le temps, en revanche, évidemment, je serais beaucoup plus réservé sur un certain nombre de pensées, d'expressions, d'incitations, de provocations qui pourraient laisser croire que son ambition est d'exacerber la République. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Françoise de Gouet. Je trouve la mauvaise foi de Gérald Darmanin sans limite. D'ailleurs, c'est une stratégie politique qui commence à s'installer. Est en train de naître sous nos yeux, je le dis, le macrono-lepénisme. Dans cette soif absolue d'un ordre, mais extrêmement dur, dans cette façon de parler des manifestants, dans cette façon surtout de parler de la gauche. Voilà, on a le macrono-lepénisme qui est tranquillement en train de s'installer et c'est tout à fait effrayant et c'est tout à fait effarant. Et les accusations sur Jean-Luc Mélenchon sont absolument de cette nature. Et c'est pas comme si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas défendu depuis 15 ans, 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que je connais Jean-Luc Mélenchon. Je l'entends parler de la 6e République, de la nécessité d'en terminer avec la 5e, non pas parce que c'est la 5e, mais parce qu'elle génère des comportements politiques qui sont autoritaires et qui sont de plus en plus durs. Et nous en voyons aujourd'hui les paroxysmes.
Nous avons des préfets aujourd'hui, même si c'est cassé par les tribunaux administratifs, qui n'hésitent pas à comment dirais-je, à rédiger des arrêtés illégaux. Donc vous comprenez bien. Vous parlez des cartons rouges, par exemple, au Stade de France. Donc je veux dire par là que Jean-Luc Mélenchon, le traité de séditieux, on connaît bien la stratégie, et c'est une stratégie tout à fait toxique. On peut détester ou pas Jean-Luc Mélenchon, taper comme ça sur celui qui est le moteur de la gauche, que ça plaise ou pas, c'est lui qui est le moteur de la gauche, c'est le plus gros groupe de gauche à l'Assemblée, c'est sa stratégie qui a fait qu'il y a 150 députés de gauche alors qu'avant il y en avait beaucoup moins. Eh bien, taper là-dessus, c'est donner le point à Marine Le Pen en pensant qu'on sera suffisamment malin. Moi je vous dis, il y a quelque chose, j'écoutais Emmanuel Todd, je suis loin d'être d'accord avec beaucoup de choses de lui, mais l'autre jour il parlait de ce concept, vraiment, regardons bien ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Une alliance objective qui dit plutôt la droite et l'extrême droite que la gauche. Vous savez, je vais pas faire cette injure à Marine Le Pen, dans les années 30 c'était plutôt Hitler que le Front Populaire. On a évolué, c'est arrivé en Italie, la droite des affaires et l'extrême droite s'est alliée parce que surtout pas la gauche et les bolcheviks, on en est là. Et c'est très dangereux, pardon je le dis, c'est extrêmement dangereux. Tom Collin. Oui, alors moi je pense que justement la garantie première d'une république, et y compris de la 5e République, c'est de pouvoir laisser les personnes s'exprimer, y compris sur la volonté d'en sortir. Et justement, vous savez même par exemple, Hobbes théorise ça au XVIIe, justement le fait de pouvoir critiquer les institutions, et lorsqu'il y a un état de nature qui reprend le dessus, on va pas refaire un cours de philosophie politique ici, on peut justement sortir des institutions pour en reconstruire de nouvelles. Je dis ça évidemment de manière très très simplifiée. Et effectivement, je pense qu'en effet, alors l'exemple de la réforme des retraites est assez pertinent, mais il y en aurait d'autres à donner dans l'histoire politique récente. En effet, il est quand même très problématique. Aujourd'hui, on voit qu'en réalité, les institutions et même la société est malade. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe quand même dans les rues, on en a parlé abondamment dans toute l'émission, la violence inouïe qu'il y a de part et d'autre, en effet, on va pas revenir sur ça. Elle s'explique aussi par le fait que les institutions sont inadaptées. En effet, elles permettent des aberrations, fussent-elles validées ensuite par le Conseil constitutionnel. Ça ne change rien au problème de légitimité dont j'ai déjà parlé un peu tout à l'heure. Donc en effet, je crois qu'aujourd'hui, même ceux qui sont pas du tout des spécialistes des questions constitutionnelles ou même des questions politiques, ils sentent bien qu'il y a un problème dans la mécanique constitutionnelle. Donc appeler de CE, moi j'y étais pas favorable très franchement. Moi j'ai eu des cours d'histoire constitutionnelle et j'avais des profs qui me disaient oui mais vous savez la 3e République et la 4e République elles se sont arrêtées, se sont fracassées justement contre le mur des régimes d'assemblée. Et donc comme il y avait un pouvoir parlementaire qui était trop exagéré. C'est pas tout à fait vrai. La 3e elle s'est fracassée sur l'invasion de la France. Non, il y a également l'abandon du droit de dissolution. L'abandon du droit de dissolution qui justement a fait évoluer considérablement l'esprit de la 3e République. Mais bon, peu importe. Et la 4e, où vous savez effectivement les gouvernements se succédaient, étaient sans arrêt renversés. Allez. Et donc en effet, on répétait sans cesse ça pour justifier le discours de Bayeux qui théorisait les urgences de la 5e République en 46. Bien sûr. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sorti de cela. Il faut passer outre, on pourrait dire, cette première réflexion. On peut construire sans doute des institutions qui soient à la fois qui permettent de gouverner et en même temps qui soient plus protectrices des minorités, des droits des minorités. Philippe Bilger, est-ce que cette constitution finalement elle est plus en phase avec la société d'aujourd'hui ? Moi, comment dire, je pense qu'elle pourrait être utilisée d'une manière qui ne fasse pas de cette constitution de la 5e République une prime à une monarchie régalienne. Je crois que en réalité, elle a été utile avec les conséquences que le général de Gaulle souhaitait et ceux qui l'ont rédigé, Michel Debré, Senghor et autres. Et donc, pardon de revenir toujours sur cette infirmité que j'ai sur le plan de l'analyse politique, parce que je surestime toujours la part psychologique et personnelle. Je crois qu'on peut avoir demain un président qui ne sera pas gangrené par les pouvoirs colossaux que lui donne la 5e République. Raisonnable, vous voulez dire ? Absolument, on voit très bien ce que n'aurait pas dû faire Emmanuel Macron pour ne pas donner cette impression détestable. On peut tout... Pardon, ça n'est pas que j'exprime une préférence politique. Je suis persuadé, par exemple, sans forcément voter pour lui, si je suis encore là, un Édouard Philippe n'utiliserait pas la Constitution de la 5e sur le même mode. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous parce que
malheureusement, l'habit fait le moine, et on a toujours pensé que c'était une rouerie de François Mitterrand, mais François Mitterrand, dans le coup d'État permanent en 64, dénonce véritablement, effectivement, ces institutions-là. Il les dénonce en toute sincérité. Il y a bien sûr de la filouterie politique. En 58, le Parti communiste qualifiait la Constitution de monarchique. Bien sûr, mais il n'avait pas tort. On est dans une monarchie présidentielle, on le sait parfaitement, un monarque républicain. Mais c'est pas ça, le sujet n'est pas celui-là. C'est que François Mitterrand est élu et il s'empresse de ne rien changer. Parce que il s'empresse pas parce qu'il est fourbe ou tort ou ce que vous voulez, mais parce qu'à un moment donné, ces habits, l'habit fait le moine. Cet habit du pouvoir, moi j'ai vu un président extrêmement responsable et extrêmement raisonnable, François Hollande, qui a fait toute sa campagne là-dessus. Eh bien, même lui, à un moment donné, vous rentrez dans un personnage parce que vous avez l'arme nucléaire déjà. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a une part de raison qui s'en va. 0826 300 300. Gérald est avec nous. Il nous appelle de Montpellier. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald. Oui, bonjour à tous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Une réaction justement sur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez qu'il est sorti du cadre républicain? Oui, depuis longtemps. Il faut savoir que après, ce qui est bien dommage, c'est que lui, il critique l'arc républicain de la Ve République, alors que c'est grâce à la Ve République que ces députés sont élus aujourd'hui. Donc ils sont députés et sont élus par le peuple, et c'est ce que voulait De Gaulle quand il a créé cette Ve République-là. Après, bon, concernant Mélenchon, et aujourd'hui, malheureusement, je pense que demain il ne restera que l'ombre de lui-même. Il n'est pas écouté, et heureusement qu'il n'arrive pas au pouvoir et qu'il n'arrivera jamais au pouvoir. Alors, il n'est pas écouté un petit peu quand même. Il fait plus de 20% des voix à la présidentielle. Parce qu'il fait le buzz par rapport à ça. Aujourd'hui, il est élu il est élu par un communautarisme, par un clientélisme sur qui il est allé. Il sait se faire entendre. Donc on le voit, on sait qui vote pour lui. L'acte populaire en fait qui devait voter pour lui hier se retourne. Et bien évidemment, c'est Marine Le Pen. On va dire qu'il s'attrape plutôt des voies d'immigration, si je puis dire, ou d'origine immigrée. Voilà. On le sait, arrêtez, c'est la vérité, vous le savez très bien. Non, arrêtez. Vous savez, mon cher ami, déjà, soyez sympathique. Françoise, laissez-le finir. J'ai horreur que vous me disiez, vous savez très bien. Non, je ne sais pas très bien. Non, parce que je ne validerai jamais vos trucs. Je connais par cœur cet argument, mais vous avez des millions de gens qui ont voté Mélenchon. Regardez qui soutiennent Mélenchon. Regardez où il a été élu. Où est-ce qu'il a été élu? Dans les centres-villes. Françoise, s'il vous plaît. Gérald, restez avec nous. Restons zen. S'il vous plaît. Philippe Bilger voulait réagir. Restez avec nous. Je voulais pas réagir sur ce que venait de dire Gérald. Moi, j'ai juste une angoisse à partir du Rassemblement national. J'ai l'impression que les autres partis, et je mets la gauche, l'extrême gauche, je mets les Républicains, je mets Renaissance, sont en permanence obsédés par la peur du Rassemblement national, mais ils ne s'incriminent jamais dans leur responsabilité qui risque de le faire advenir. J'arrête là. Je suis d'accord, moi, parfaitement avec ce que vous dites. 0826 300 300. Gérald, restez avec nous. Maude est avec nous. Elle nous appelle de Saint-Denis. Bonsoir, Maude. Bonsoir, Maude. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis contente de pouvoir intervenir, et je voudrais juste vous dire que j'adore vous écouter, j'adore quand vous débattez, quand vous n'êtes pas d'accord, je me gueuler. C'est gentil. Merci. Mais là, vous... Un antidote à Libération. Maude, vous vouliez réagir sur ce qu'on disait? Oui, je voulais surtout réagir sur la Ve République, et je me disais qu'il était peut-être temps justement qu'on passe à une 6e République. D'abord, la Ve République va bientôt avoir 64 ans, donc il serait peut-être temps qu'elle prenne sa retraite. Ça c'est excellent. Non mais je vous arrête, elle en a 65 déjà. Ah mais c'est pas grave, la blague était géniale. 58, elle en a 65. Et comme elle visiblement elle subit de la pénibilité, elle aurait dû partir il y a bien longtemps. Allez-y Maud. Exactement. Donc effectivement, je pense qu'il serait temps qu'on en change, parce qu'aujourd'hui on en voit ses limites. Et puis notamment pour l'élection présidentielle,
Parce que ce serait bien qu'on ait véritablement un président qui soit choisi par la population et qu'on puisse prendre le vote blanc en considération. C'est vrai, moi je suis d'accord. Alors, vous restez avec nous, Maud. Gérald, vous restez avec nous, 0826 300 300. On va rester sur ce sujet. On fait une toute petite pause. Ça fait beaucoup réagir. Oui, ça fait beaucoup réagir. Et Maud, surtout, gardez. Gérald, merci en tout cas. Et continuez de nous appeler. On fait pause avec nos vraies voix. Ne vous parlez pas, on revient tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Alors il s'est passé pas mal de trucs quand même. On va pas vous faire un résumé, mais en tout cas on Françoise parlait. de Gaulle a dit des choses intéressantes. C'est pas fréquent. Bon de le rappeler. Ils ont tous dit des choses intéressantes. Qu'est-ce que j'en ai marre. Philippe Bilger. Où il est flatteur, où il est débile. Hein. On peut carrément qualifier ça de débilité absolue. Enfin, je pense. Quelle violence. Mais Philippe quelle Bilger violence. est avec nous, Tom Conan est avec nous et Françoise de Gaulle est avec nous. On est en train de choquer Tom. Hein. Bien entendu. On revenait ça. sur la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon qui parlait de la mauvaise République. On vous demandait votre avis. Pour l'instant, c'est assez mitigé. Hein. Vous dites 50-50 et Gérald était avec nous et Maud est avec nous sur cette phrase. Est-ce que Philippe Bilger, Jean-Luc Mélenchon, la provocation, est-ce que ça fonctionne finalement? Parce que c'est un battleur, il provoque et on voit que finalement ça cristallise autour de lui. Mais est-ce que ça marche? Absolument, Cécile. Il faut bien voir que dans le monde politique actuel et depuis plusieurs années, le talent, et je dirais même au-delà de l'oralité, ne surabonde pas. Hein. Oui. Il est clair que j'ai le plus grand respect pour la classe politique en général, et je ne la blâme pas, et je ne fais pas du populisme, mais on ne peut pas dire que les personnalités politiques, à droite comme à gauche, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche... Il n'y a pas d'effet waouh. Non. Alors, Jean-Luc Mélenchon, évidemment... Il y a un effet waouh. Après, je pense qu'il y a... domine sur ce plan-là. Ouais. Moi, je pense depuis plusieurs années, avec les réseaux sociaux, il y a une lutte pour accaparer, on pourrait dire, le temps de cerveau disponible. C'est quand même le vrai problème. Moi, je pense que la radicalisation, on en parle souvent, mais des idées, ou pas forcément des idées, mais en tout cas des manières de communiquer, c'est plus exactement ça. Parce que je pense pas forcément dans les idées, il y a des changements si importants. En effet, on voit bien, aujourd'hui, on est en guerre contre des algorithmes, entre guillemets. On est toujours en train d'essayer de remonter, de faire naître des idées, des positions, des réactions, etc. Et dans le monde politique, c'est quand même là que c'est le plus clair. Regardez même Elon Musk, qui n'est pas un homme politique à ma connaissance, il parle toujours de politique en permanence. On demande pourquoi. Parce que justement, c'est la manière d'exister. Une minute, moi je crois il n'y a pas de débat sur l'existence et la non-existence. Moi je connais Jean-Luc Mélenchon depuis 25 ans. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a une vision du monde, qu'on la partage ou pas, au moins il en a une. J'aurais toujours un regret éternel pour cette présidentielle l'an dernier, c'est qu'on n'ait pas eu ce débat Macron-Mélenchon qui aurait... Jean-Luc Mélenchon aurait été évidemment probablement battu, mais on aurait eu deux visions du monde vraiment qui s'affrontent. On aurait pu purger des choses dans le fond. Voilà. Gérald, tout à l'heure, vous étiez plutôt assez véhément contre Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce que des personnalités politiques telles que lui sont quand même nécessaires aujourd'hui ? Évidemment, parce qu'elles bousculent évidemment la partie politique, elles arrivent évidemment à se faire entendre. Zemmour, par exemple, qui lui n'a pas été élu, d'accord, j'entends bien, n'a aucun député, mais il a su bousculer évidemment la parole politique. Il a su, et Mélenchon fait la même chose. Elles sont nécessaires en fait évidemment pour la France, pour lancer des débats et pour créer un petit peu le buzz et bousculer les choses. Mais concernant en fait la 5e République, je pense que même revenir à la 6e ne changera rien, parce que le problème que nous avons, c'est que nous avons des maastrichtiens au pouvoir. Mélenchon est un maastrichtien, Marine Le Pen est une maastrichtienne, Macron, alors lui est mondialiste, donc ce n'est plus la France qui gouverne, ce n'est plus le peuple français, c'est le peuple européen. Et le peuple européen, sur certains points, il n'a pas tort. Sur certains à travers Bruxelles, nous n'arrivons pas à nous faire entendre. Il faut sortir. Si vous voulez faire une 6e République, il a le droit. Je suis désolé, il faut faire un Brexit. Non, mais il a le droit de penser ce qu'il pense, hein, Gérald. Hein, voilà, sûr, absolument, il n'y a pas de problème. Bien sûr, mais je suis pas d'accord avec vous. Hein, mais bon. Maastricht, c'est quand même 92. De l'eau est quand même passée sous les ponts depuis. Il y a eu énormément de crises, notamment la crise des dettes souveraines dans les années 2010. Mais il y a quand même la aussi crise le 29 mai 2005. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des crises qui ont été quand même
soldé par les nations européennes aussi. Le mot de la fin, Philippe Bilger. Le mot de la fin, moi, j'avoue que pour ou contre l'Europe. Moi, je trouve que le bel esprit européen, au fil des années, se dégrade. Pardon pour cette banalité. Je me sens de moins en moins européen. Tous les sondages montrent quand même, et je le dis parce que on a beau la critiquer, cette Europe, tous les citoyens européens sont très heureux d'y vivre. Il y a quand même un modèle social dans une économie. Heureusement qu'elle est là. On remercie Gérald Desmodes. Oui, c'est vrai. Gérald Desmodes, bravo. Hein, merci beaucoup. Et on remercie Philippe Bilger, on remercie Françoise de Gouin, on remercie Tom Conan. Et bien sûr, on remercie nos équipes Sud Radio. Vous remerciez vous. Oui, mon petit trop mignon. Vous, j'ai bien dit cette partie-là. Vous êtes trop mignon, je crois que c'était à moi que vous parliez. Non, parce qu'elle est transgenre. Vous êtes trop mignon. T'es au courant qu'elle est transgenre. Ça fait des années que tu travailles avec un homme. On fait comme au théâtre ce soir. C'est la révélation ce soir. Restez avec nous. Dans un instant, on va vous permettre peut-être de trouver un emploi. Ce sera avec Jérôme Laverny. À tout de suite.